Allez, la première histoire. Ah bon, bah, puisque vous entendez pas la musique, moi je vais laisser les images, mais je vais couper le son. Faudrait que je vois avec Angel. Pourquoi? Je sais pas pourquoi vous entendez pas le son. Je vais vous laisser l'image, mais je vais couper le son. Alors ça sert à rien que je me casse la tête à avoir le son dans les oreilles à fond et que vous l'entendez pas. Alors, l'histoire, c'est sur une attraction à Disney. Pas le son de ton micro, hein, sinon tu vas devoir mimer. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une histoire qui se passe dans dans le parc de Disneyland. Et cette histoire s'appelle Ne faites pas cette attraction à Disneyland. Je travaille dans la sécurité à Disney World, dans l'endroit le plus heureux de la Terre, et je ne suis pas supposée dire aussi clairement où je travaille, car il existe évidemment des règles de confidentialité strictes sur ce que les employés peuvent poster en ligne, mais je ne pense pas pouvoir vous raconter ce qui est arrivé correctement sans préciser le contexte. Honnêtement, je crois que j'en ai fini avec ce job de toute façon. Je ne peux pas m'imaginer travailler ici plus longtemps. Je suis dans l'entreprise depuis mes 23 ans et durant les 20 premières années, j'ai travaillé directement dans les parcs en attrapant des pickpockets et des voleurs à l'étalage et en mettant à l'écart les gens qui avaient trop bu. Parfois, il y avait des bagarres, mais en règle générale, les gens se tenaient assez bien. Le son de ma voix, c'est bon? Dans le monde des poupées, parce que la musique est maléfique. Justement, il y en a une avec des poupées juste après. Caro. Impeccable, ok. La chaleur et la marche devenaient de plus en plus difficiles à supporter pendant les dernières années. J'ai donc demandé à être transférée à un endroit où il y avait la clim. L'entreprise m'a alors déplacée dans un de ses villages de vacances. Les conditions de travail étaient 1000 fois meilleures en ce qui concernait les températures et le confort. Mais le problème, c'était clients à gérer qui étaient beaucoup plus délicats, principalement des problèmes domestiques. Je pense que le coût élevé de ces vacances et le stress jouaient sur les nerfs de beaucoup. Et j'étais souvent appelée parce qu'une maman et un papa se criaient dessus et je leur suggérais de se calmer, de faire une sieste ou des activités séparées pendant un petit temps avant pour qu'ils puissent se calmer. Mais pas de souci, Camille. Mais rien de ceci n'est la raison pour laquelle je vous raconte tout cela. Je dois vous le dire tant que j'en ai la possibilité. Il y a 3 jours, j'ai reçu un appel de la direction. Apparemment, quelques jours auparavant, le service d'entretien était allé dans une chambre qui aurait dû être retournée ce jour-là. Retourner, c'est quand un client part à 11 heures et que le suivant s'installe vers 15 heures. Coucou Bastien, ça va et toi? Mais toutes les affaires de la famille qui y logeait étaient encore là. Les agents d'entretien avaient laissé une note et étaient partis, mais 2 jours plus tard, quand ils sont retournés dans la chambre, rien n'avait changé. Tout était dans l'exact même état que la première fois. Pas trop chaud? Je suis allée y jeter un coup d'œil et comme je m'y attendais, il y avait une pièce vide, plein de bagages, de vêtements, de collations, de jouets. Tout ce dont une famille pourra avoir besoin pour des vacances. Le manager avait déjà vérifié la réservation et c'était une famille de 4 personnes. Le père, la mère et 2 jeunes enfants. J'ai essayé d'appeler les numéros qu'ils avaient laissés, mais je suis tombée directement sur les messageries. Nous étions un peu perplexes, j'ai donc demandé au service d'entretien de vider et de nettoyer la chambre et de mettre les affaires personnelles de côté jusqu'à ce qu'on puisse entrer en contact avec quelqu'un de la famille.
Ok, Caro? Une pharmacie, ça ne tombe pas comme ça quand même. Je suis allée creuser davantage la réservation. La famille était arrivée 5 jours avant que la maintenance ne découvre toutes leurs affaires et j'ai trouvé qu'ils avaient payé des frais de parking et qu'il y avait une description de leur véhicule listé. Une promenade rapide dans le parking a suffi pour que je localise facilement leur véhicule. Ça excluait donc la possibilité d'un accident de voiture ou le fait qu'ils soient juste partis en laissant tout derrière eux. C'est ça. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient acheté un dining plan. C'est un système qui permet aux clients de payer la nourriture à l'avance et à l'aide d'un système de crédit qu'il peut utiliser dans les restaurants ou autres. Coucou Stella. Ah, c'est cool ça. C'était bien. C'était bien, Fabrice. Il s'est avéré qu'ils étaient arrivés tard le premier jour et qu'ils étaient donc probablement restés à l'hôtel le jour suivant. Ils avaient utilisé 2 crédits à EBCO et le jour d'après, un seul crédit au parc Magic Kingdom à l'heure du petit déjeuner. Ici à Disney, nous avons des bracelets connectés portés par les clients et qui servent de clé pour leur chambre, ticket de parc, carte de crédit, réservation, fast-pass et plein d'autres choses. Cela a demandé du travail, mais j'ai finalement pu consulter l'historique de leur séjour. Et le jour où ils sont allés à Magic Kingdom, ils ont pris leur petit déjeuner dans un restaurant là-bas et fait quelques attractions. La dernière effectuée était It's a Smile World aux alentours de 11 heures, puis plus rien. Ryan, il était enfin temps de faire appel à quelqu'un d'autre pour cette affaire. J'ai donc téléphoné à un collègue de Magic Kingdom et je lui ai demandé de me préparer les vidéos de la sécurité de l'attraction au moment où la famille y était. Puis je suis allée le rejoindre. Forcément, choupi, forcément. Quand je suis arrivée, mon ami était très confus, presque désemparé, et il m'a montré ce qu'il avait trouvé. Il y a généralement une caméra pointée dans la direction où les manèges prennent et déchargent les clients, et la vidéo du début les a montrés en train de scanner leur bracelet pour accéder à l'attraction. La vidéo de fin a montré plusieurs personnes descendant du manège, mais la famille n'était plus là. On a tout de suite pensé au pire. Peut-être que l'un des enfants était tombé, que les parents et l'autre enfant étaient descendus pour l'aider, se trouvant tous blessés, tués, bloqués quelque part au milieu des machines. On a donc arrêté l'attraction et en plein milieu de la foutue journée, on a stoppé cette musique entêtante et allumé toutes les lumières. Mon collègue et moi avons fait le tour de l'attraction 3 fois sans rien trouver avant de nous décider à demander de l'aide. À la fin, il y avait près de 10 membres du personnel en train de fouiller les moindres recoins et nous n'avons absolument rien trouvé, si ce n'est 3 téléphones portables et une casquette. Ça me fait penser au jeu. J'étais stupéfaite. J'ai continué à creuser l'historique de leurs 2 derniers jours et je ne sais pas trop à qui confier ce que j'ai trouvé. J'ai donc appelé à la police et elle était en route, mais l'entreprise a une fâcheuse manie d'étouffer ce genre de choses. J'ai donc décidé que je ne pourrais plus me regarder dans une glace si je n'avertissais pas les gens d'une manière ou d'une autre, d'où ce témoignage. Oui, Ryan, je te remontrerai quand j'aurai terminé la première histoire. Je remontrerai mon gros machin. J'ai donc continué à creuser l'historique de leur séjour et j'ai remarqué qu'ils avaient acheté un memory marker, un faiseur de souvenirs.
Il y a des photographes à chaque coin du parc et des caméras dans la quasi-totalité des attractions, dont la dernière. Toutes les photos sont gratuites et elles s'ajoutent automatiquement au compte de Disney du client quand le système détecte qu'une photo de lui a été prise et le système le fait toujours. Tous les faits et gestes du client étaient connus en permanence avec les bracelets connectés. Je vais voir le gros machin. Eh bien, vous verrez le gros machin. J'ai donc ouvert leur album de photos de souvenirs et je vous jure, il y a 732 photos. Les 30 premières étaient plutôt normales, quelques manèges devant le château, mais le reste, toutes les autres photos, étaient dans le It's a Small World. L'attraction ne prend qu'une photo par tour et cette famille avait donc fait ce manège plus de 700 fois. La première photo était plutôt normale, tout le monde avait l'air heureux. C'était une journée chargée et les wagons étaient pleins. La photo suivante était très difficile à regarder. Le wagon était vide à l'exception de cette famille. Ils avaient l'air tellement confus. Sur 10 à 15 photos suivantes, on peut voir le père se fâcher, hurler, et la mère est accrochée à ses enfants comme si sa vie en dépendait. Et on pouvait voir les enfants devenir de plus en plus effrayés, même en larmes. Et ça continuait, encore et encore. Forcément. Après la 50e photo, on dirait qu'ils essayaient de sortir. Sur l'une des suivantes, le père n'était plus là. Sur une autre, il avait complètement disparu. Peut-être qu'ils ont réussi à quitter le manège ou ont essayé de sortir, mais sur la suivante, ils étaient de retour dans ce foutu wagon. Après la 450e photo, je n'arrivais plus à voir la mère et les enfants. C'est en regardant de plus près que j'ai pu voir le père ou peut-être juste son cadavre jeté sur l'un des sièges. Après la 675e photo, il n'y avait plus que la mère et un seul des enfants. Un autre petit cadavre sur un autre siège, la mère et l'enfant ne bougeaient plus. Je pense qu'ils étaient encore en vie, mais dans un sacré état proche de la catatonie. Regardant droit devant eux, ils avaient les yeux pâles et hagards. Je vous jure sur ma vie, les poupées bougeaient sur certaines de ces photos. Je peux dire sans l'ombre d'un doute qu'elles ne sont pas là où elles sont supposées être. J'ai même vu une poupée dans le wagon avec la famille. De la catatonie. Je ne pouvais plus regarder ça une seconde de plus, j'allais vomir mon déjeuner sinon. J'ai fermé le dossier, sa taille a augmenté depuis que je l'ai ouvert. Mon Dieu, est-ce que de nouvelles photos étaient en train de s'ajouter? J'ai vu sur la caméra de sécurité que la police était arrivée. Ils vont donc prendre le relais très bientôt. J'aurais bien aimé comprendre tout ce que, tout, tout ce que cette histoire voulait dire, et j'aurais aussi aimé n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je ne pense pas revenir vous donner des nouvelles après ça. Une fois que j'aurai parlé à la police, je pense que je vais partir d'ici pour ne plus jamais y revenir. Je voulais juste laisser mon témoignage quelque part avant que la société ne s'empresse de raconter aux médias une quelconque bêtise pour expliquer pourquoi toute une famille avait disparu. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Je vais donc montrer mon gros machin à Ryan. Euh, alors, mon gros machin, c'est ceci. Donc, je l'ai montré au début. En plus, Youpi, elle l'a raté. C'est le voilà. Tu vois, il est fameux.
il est posé là-dessus, hein, forcément. Et alors, si tu le fais... oui, c'est ça. Si tu l'utilises... Attends, hein. Donc tu tournes autour. Et voilà sa vibration. Avec ça, je le disais tout à l'heure. Ouais, ok. Choupi. Je fais vibrer le grand machin, exactement. Euh, Avec ça, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tu peux justement, comme on parlait du taux vibratoire lundi, tu peux faire monter ton taux vibratoire. Tu peux aussi charger ton eau et faire monter la vibration de ton eau, mais tu peux aussi charger tes pierres, etc. Moi, je ne vois pas avec la petite image. Quelle petite image? Tu vois pas? Bon, attends, je vais me mettre en plein chat 2 minutes. Le voilà. Mieux. Voilà. Il vient de chez Tony, hein. Il vient de chez Tony et je vous conseille, si un jour vous en achetez un, d'acheter pas des bêtes copies, mais vraiment ce style, c'est les mêmes que ça. Comme le disait Caro tout à l'heure, il y a des personnes qui en vendent dans les magasins spécialisés là-dessus, qui sont faits main, qui viennent d'Inde ou qui viennent du Tibet. Je voyais des gens qui utilisaient ça, mais je ne savais pas à quoi ça servait. Bonsoir Romantique, comment vas-tu? Bon, je repasse dans le petit plan, voilà, comme ça. Il n'y a pas de musique, il n'y a personne qui entend la musique, donc j'ai juste laissé les images, tout simplement. Alors, histoire suivante. Ça va bien, merci. Ça va bien, merci bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Le bonsoir du soir. Histoire crépi ce soir. J'en ai déjà fini une, il y en a 6, hein. Donc on va passer à la deuxième. Bah, du coup, pas de jeu aujourd'hui. Alors, comme j'expliquais en début de live, Ryan, comment je voulais jouer à House Flipper parce que j'étais super fatiguée et que j'avais presque pas dormi. Et si je jouais à Blair Witch, il faut vraiment que je sois concentrée pour relever les indices. Et comme j'ai super mal dormi, ou pour ainsi dire presque pas dormi, et que je devais être concentrée dans le noir et tout du jeu pour m'y retrouver, je me suis dit c'est mort dans le film. Donc j'avais mis que je faisais House Flipper. Mais après, clairement, il fait encore très chaud dans le bureau et si on ne fait pas du gaming, moi ça m'arrange parce que le PC chauffe beaucoup moins fort. Quand on fait juste du chatting ou ça. Donc on a perdu ouais, un peu plus de 10 degrés, mais dans les maisons, il fait toujours aussi chaud. Moi, perso, ici, la fenêtre est ouverte comme l'autre fois, comme lundi, j'ai montré à Ryan, on sent un peu d'air, mais
Sans plus, dans notre chambre, c'est un four, mais un four, et la chambre est derrière. En bas, ça va. En bas, ça circule, l'air circule, il fait un peu moins chaud. Mais à l'étage, c'est horrible. Alors, je me suis levée très tôt ce matin, j'avais presque pas dormi parce que vous savez, je dors pas la nuit. Nous aussi, on a eu 39. Et moi, je suis en Belgique. Je suis dans le sud de la Belgique, Armentie. Donc, en fait, on a eu les mêmes températures que dans le sud, mais aussi, je pense que c'est Ryan qui avait dit ça, qu'il y avait quelqu'un qui était au Maroc et qui avait les mêmes températures que nous. C'est abusé, en fait. C'est abusé. Lundi soir, j'ai pris les photos, bah oui, lundi soir, quand j'ai été euh, comment chercher mon tabac à la librairie. Il y a une pharmacie tout près, il faisait 38 degrés à 18h30. Et ici, en face de chez moi, ma voiture était à l'ombre, il y faisait 34. Donc, ça a bien chauffé et maintenant, il faut que les maisons se ventilent et puis voilà. C'est ça, lundi, on a partagé notre thermomètre. C'est ça, Hermanti. Et puis, pour les personnes qui sont dans le sud, alors ça dépend où, mais en montagne, si vous montez plus haut, en général, il fait plus frais la nuit. Moi, je me rappelle que où j'allais avec mes parents en vacances, il faisait chaud le jour, mais la nuit, ben, on respirait vachement bien parce que en montagne, l'air est respirable. Et en bord de mer, quand on allait à Toulon ou quoi, eh bien, c'était les bords de mer, c'était encore différent. Après, je me rappelle que ma tante, elle habitait un appartement à Toulon et c'était un four aussi chez elle. Mais quand tu sortais à l'extérieur, que tu allais te promener sur le port de Toulon ou que tu allais te baigner à la Garonne ou quoi, c'était ou aux Sablettes, c'était complètement différent. Donc voilà, on ne peut pas comparer la chaleur qu'il y a ici et la chaleur qu'il y a dans le sud. Pour moi, personnellement, ça n'a rien à voir. C'est ça. Mais c'est ça, exactement. C'est parce que ici c'est très plat. En plus, moi, je suis vraiment à la frontière de la France, donc je suis vraiment pas loin de Valenciennes. Et ouais, c'est tout plat et c'est horrible. Cette chaleur, c'est étouffant. Et là, on a vraiment du mal à se reprendre. On est crevé. On est vraiment crevé. Donc voilà. Même sur l'île, ça doit être horrible avec tout le monde. Oui, ben, Caro, elle habite en ville, en appartement plein sud. Elle avait aussi 38 degrés sur sa terrasse lundi. Donc voilà. Bon, on va passer à la deuxième histoire et je suis en train de penser à ça si jamais j'ai fini trop tôt. On fera peut-être une petite guidance. Ça n'aura rien à voir avec la lecture, avec le thème, mais on fera peut-être ça. Après, il va être 21h. Alors, l'histoire suivante est Betsy la poupée. Comme beaucoup de personnes, j'ai eu une triste enfance. Mon père nous a laissés juste avant ma naissance et ma mère se droguait depuis le jour où elle m'a ramenée à la maison. Carpaccio. Si je donne des messages rien qu'aux abonnés, non. Elle n'a pas perdu de temps pour revenir à son mode de vie de fêtarde, transformant notre appartement en fumerie d'opium. J'ai grandi dans une brume de drogue pendant les 5 premières années de ma vie. L'air enfumé inondait le couloir et se glissait sous ma porte, s'attardant pendant des jours et des jours.
Ma mère n'était pas une mauvaise personne. Elle était juste victime de ses addictions. Quand elle réussissait à mettre un peu d'argent de côté, elle faisait les courses et remplissait nos placards. Elle m'achetait même parfois des vêtements à la friperie du coin. Les seuls meubles que j'avais dans ma chambre étaient un lit à tiroir garni d'un matelas moyennement confortable, avec un petit un petit coffre à jouets blanc et bleu. Non pas que j'ai eu beaucoup de jouets là-dedans, mais il y en avait que trois. Et j'ai eu à différents moments de mon anniversaire. Un kit d'art, un camion rouge, et le dernier, ma fierté et ma joie, était une poupée appelée Betsy. Betsy était ma meilleure amie. On prenait le thé imaginaire ensemble, on dormait ensemble, on prenait des bains ensemble, et parfois je me rappelle même l'avoir entendu parler. Penser à Betsy en tant qu'adulte me laissait penser que j'étais un enfant traumatisé, drogué à l'opium par tout ce qui flottait dans l'air. Dans ces conditions, mes souvenirs étaient loin d'être fiables. Et pourtant, je me rappelle du timbre aigu de sa voix, aigu et tintant. Et je me rappelle des choses qu'elle voulait que je fasse, voler de la nourriture pour elle, ramasser des fourchettes, lui ramasser des couteaux, frapper le méchant homme qui a dormi sur le canapé, toujours de mauvaises choses qui me causaient des ennuis. Et je rejetais le blâme sur Betsy, mais ma mère n'a évidemment jamais voulu me croire. Les adultes ne vous croient jamais. À méditer, hein. À méditer pour ceux qui ont des enfants. Faut la mettre boucher, cette poupée. À tout de suite. Oui. Aux alentours de mon sixième anniversaire, je demandais à ma mère de m'organiser une fête. Je voulais inviter des filles pas gentilles de l'école et leur servir du gâteau pour qu'elles m'apprécient enfin. Je me souvenais encore de comment j'étais debout dans la cuisine, le cœur gonflé d'espoir, une canette de soda tremblant dans la main, pendant que je retenais mon souffle en entendant la réponse de ma mère. Elle s'est tournée vers moi et m'a ri au nez. Une fête d'anniversaire, allons Laura, c'est ridicule. Je ne peux pas me permettre de nourrir une quinzaine d'autres enfants qui ne sont pas les miens. Je ne vois pas de quoi, j'ai à peine de quoi de te nourrir. Tu manges comme un éléphant, ou plutôt Betsy mange comme un éléphant, je devrais dire. J'ai à peine de quoi manger ici. Mon visage est alors décomposé, pendant qu'elle secouait la tête, marmonnant quelque chose en s'éloignant. J'ai entendu de la musique venir du salon, pendant que plusieurs personnes entraient. Certains ont fini par partir, d'autres restaient. Je ne connaissais aucun d'eux. Ma mère organisait des fêtes tout le temps, et moi, alors, j'étais une enfant. Tous mes amis avaient des fêtes d'anniversaire, mais pas moi. Et maintenant, les méchantes filles sauront que je suis trop pauvre pour organiser une de ces fêtes, et elles vont encore m'embêter plus que d'habitude. J'ai senti les larmes couler, et j'ai couru dans ma chambre en claquant la porte. Betsy était allongée sur le lit, souriante. Elle était toujours en train de sourire. Comment pourrais-je l'oublier? Me fixant, souriant, elle allait me dire de faire quelque chose de mauvais, comme voler de la nourriture, ou pire. C'était sa faute. Betsy n'était pas obligée d'aller à l'école. Betsy n'avait jamais eu d'ennui. Et dans ma petite tête de gamine à 5 ans, j'ai vraiment cru que c'était la poupée et non pas ma mère qui était la source de tous mes problèmes. J'ai hurlé de rage. J'ai jeté la canette que j'avais dans la main aussi fort que j'ai pu vers le lit. Elle a touché Betsy, qui tombait par terre. J'ai ri. Je l'ai traînée dans la salle de bain. Je l'ai jetée dans notre baignoire, qui était toujours à moitié pleine, tellement la canalisation était bouchée. Bien sûr, elle ne s'est pas débattue pendant qu'elle était sous l'eau, mais ça me faisait du bien. Quelques minutes plus tard, que j'ai eu extériorisé toute ma colère et mon humiliation sur mon jouet favori, je l'ai jeté dans le coffre à jouets et j'ai claqué le couvercle en la fermant. J'ai donné un coup de pied dedans, le collant au mur. Je ne voulais plus jamais revoir cette poupée. Je n'ai plus jamais possédé de poupée après ça.
Environ une semaine plus tard, la police est arrivée et deux gentilles dames m'ont emmené vivre dans une nouvelle maison, dans une autre ville. Il y avait de la nourriture, des jouets et aucune drogue. Je n'ai plus jamais revu ma mère. En grandissant, mes parents adoptifs m'ont avoué qu'elle était en prison. Sa peine était de 25 ans. Je ne ressentais rien pour elle de toute façon. J'avais encore des cauchemars à cause de la vie qu'elle m'avait fait subir et je me suis concentrée sur mes études, ignorant les lettres qu'elle m'envoyait depuis la prison. Elle m'a contactée plusieurs fois pendant mon adolescence. J'ai toujours refusé les appels. Jusqu'à ce matin. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, avec mes propres enfants et un mari qui m'aime profondément. J'ai une maison, deux chiens et une carrière en tant qu'assistante sociale, essayant de faire quelque chose pour les enfants qui souffrent comme j'ai souffert. Donc, quand j'ai vu un message de sa part sur ma messagerie disant qu'elle était libérée sur parole et qu'elle souhaitait me parler, je me suis sentie suffisamment stable pour la laisser me dire ce qu'elle voulait. Quand mes enfants venaient de rentrer de l'école, je suis allée dans notre petit cabanon dans le jardin pour la rappeler. Ce cabanon était le territoire de mes enfants. Ils adoraient y jouer. Je me suis assise sur mon ancien coffre à jouets qui m'a suivi depuis tout ce temps et qui était rangé dans un coin. Et puis j'ai composé le numéro de téléphone qu'elle m'avait laissé. Allô Laura? Bonjour mère, comment vas-tu? Oh Laura, merci d'accepter de me parler. Je sais que tu as ta propre vie maintenant, une famille, mais j'aimerais toujours les rencontrer un jour. Je voulais juste te dire à quel point j'étais désolée pour tout ce que tu as vécu. Tu ne rencontreras pas mes enfants, jamais. Je vais aussi dire ce que j'ai sur le cœur maintenant que je t'ai en ligne. Les drogues t'ont détruite, tu m'as emportée dans ta chute, honnêtement. Je suis surprise que tu n'aies pas été emprisonnée plus tôt. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là, Laura. Je t'assure que je ne sais rien du tout. Écoute, ça n'a plus autant d'importance. Je comprends ce que tu ressens. Pourquoi tu me détestes et pourquoi tu ne veux pas que je rencontre tes enfants? J'ai beaucoup appris sur Jésus et le pardon pendant que j'étais au loin. Oh Laura, je suis tellement désolée à propos de Betsy. Betsy? Je me suis interrompue confuse. Pourquoi tu me parles de Betsy? Je sais ce que tu penses, Laura, mais crois-moi, je ne m'en fiche pas. C'était de ma faute, les drogues et Betsy. Oh mon Dieu, si seulement j'avais été capable de voir à travers ce brouillard, si seulement j'avais su. Elle est partie pour toujours et c'est entièrement de ma faute. Pendant que ma mère sanglotait, je tapotais impatiemment le coffre du bout des doigts. Les drogues avaient clairement court-circuité le cerveau de ma mère. Mère, pourquoi tu me parles de Betsy? Qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire? Je sais où est Betsy. J'étais littéralement assise dessus. Tu sais où elle est? De quoi tu parles, Laura? Mon Dieu, où est-elle? Je me suis décalée, mal à l'aise. Ben, Betsy est dans le coffre. J'ai vraiment cru qu'elle m'avait raccroché au nez. Je n'entendais plus rien à l'autre bout du téléphone. Pas même une respiration. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta sœur est dans le coffre? Ma sœur? Mais de quoi est-ce que tu parles enfin? Tu es à nouveau drogué? Déjà Betsy est une fichue poupée et je l'ai enfermée dans mon coffre à jouets quelques jours avant que tu ne sois arrêtée pour possession de drogue. Laura, oh mon Dieu, non. Laura, je n'ai pas été arrêtée à cause des drogues. J'ai été arrêtée à cause de la disparition de Betsy. Tu l'as toujours appelée ta petite poupée, mais on pensait que tu savais. Oh mon Dieu, Laura, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait à mon bébé? Sans aucune émotion, j'ai posé le téléphone, je me suis levée. Je pouvais entendre les cris lointains de ma mère et ses sanglots angoissés. J'ai senti la sombre emprise de l'agonie dans ma propre poitrine.
Des souvenirs remontaient à la surface et menaçaient de m'engloutir complètement, poussant contre une porte dans ma tête, une porte qui était verrouillée depuis tellement longtemps que j'en avais oublié son existence. Exactement, Carpaccio. Les traumatismes et les drogues auraient-ils réellement pu me faire croire qu'un enfant était une poupée, demandant de la nourriture, des ustensiles, me demandant de la protéger du méchant monsieur? Non. Je me suis lentement retournée et j'ai posé mon regard sur le coffre. Il était trop petit, assurément. Un être humain ne pouvait pas tenir là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il est d'un petit enfant affamé? Qu'en est-il d'elle? Si j'étais un policier à la recherche d'un enfant, je n'aurais pas envisagé de regarder dans ce coffre. Il était juste trop petit. Je me suis agenouillée, j'ai défait les verrous, et je me suis dit que ce ne serait mieux de ne pas regarder. Après tout ce que j'avais réussi à surmonter, cette nouvelle vie que j'avais durement gagnée, tout cela pourrait disparaître si j'ouvrais cette boîte. Je ne devais pas l'ouvrir, je devais la balancer dans une décharge et oublier son existence. Je ne devais vraiment pas regarder dedans. Mais j'ai ouvert le coffre. Je n'ai jamais eu de poupée. Ma mère n'a jamais pu se permettre de m'en offrir une. Je n'ai jamais eu de camion ni de kit art. Mais j'ai un coffret à jouer, un joli blanc et bleu coffre à jouer. Et quand j'avais 5 ans, j'ai noyé ma petite sœur de 2 ans et je l'ai enfermée dedans. Exactement. C'est tout à fait ça, Caro. C'est exactement ça. Elle a respiré les fumées de drogue de sa maman et euh, elle a pris cette poupée, cet enfant pour une poupée. J'ai écrit en même temps que Caro. Oui, c'est ça. C'est de la consommation passive. Exactement. Et cette histoire devrait être très intéressante parce que ça permet de faire comprendre à quel point euh, ça peut tourner très mal pour des enfants qui vivent avec des personnes qui se droguent. C'est ça, Caro. C'est ça. D'ailleurs, avant qu'on interdise de fumer dans les lieux renfermés, comme les boîtes de nuit, les cafés, etc., euh, moi, je suis d'une autre époque, donc j'ai connu tout ça en étant ado. Et je me souviens avoir été dans des endroits où, où on fumait énormément de drogue, où il y avait toutes sortes. Et personnellement, moi, je ne réagis pas trop à la fumette, comme on peut l'appeler, donc que ce soit l'herbe ou autre chose. Donc, personnellement, moi, ça ne m'a jamais atteint. Mais j'ai des personnes qui sortaient avec moi et qui déliraient parce qu'ils étaient aussi shootés que les personnes qui le fumaient. C'était plus dans les boîtes de nuit, les trucs de genre où il y en avait plus, ou dans certains cafés bien connus où je sortais, où il y avait toutes sortes de fumées et on fumait, on respirait n'importe quoi. En journée, ça allait quand on allait se rejoindre dans des cafés l'après-midi, après, quand j'étais en secondaire, après les cours, avant de prendre le tram ou le bus pour rentrer.
Mais voilà. Les serveurs aussi étaient shootés sans consommer directement. Oui, c'est ça, exactement. Après, elle, c'est parce qu'elle vivait vraiment là-dedans. Vous imaginez un enfant qui, en bas âge, qui de la naissance jusqu'à sa petite enfance, bonsoir Chad, est vraiment là-dedans, dans ces odeurs et cette fumée, surtout l'opium, hein, puisque là on parle d'opium. Comment voulez-vous que cet enfant n'ait pas eu des choses qui se soient passées au fond de lui, alors que déjà une personne adulte, elle est shootée? C'est impossible. C'est impossible. Donc voilà. Oui, mais pour des enfants, après, il faut vouloir. Si t'as pas envie d'être shooté. Il y a des personnes qui sont très solides, ça, hein. C'est sans être consentant, exactement. Après, quand vous êtes adulte et que vous rentrez dans une boîte ou dans un café à ces époques-là, vous saviez ce que vous risquiez. Vous étiez adulte. Mais quand vous êtes des petits-enfants, ben en fait, vous n'avez rien demandé à personne. Donc, il y a quand même une leçon à tirer de cette histoire, malgré tout. Aussi dure soit cette histoire, c'est le reflet vrai de la réalité. Moi, avant de fumer beaucoup, je connais, je connais les aquariums. Ouais, après, ça a toujours existé, hein. Ça a toujours existé. Et comme je dis, quand vous êtes adulte, vous savez ce que vous faites. Quand vous avez envie de le faire, vous le faites. Mais il faut faire attention aux enfants. Il faut protéger ses enfants. Si on fait des conneries, c'est pour soi-même. Il ne faut pas mettre ses enfants en danger. Voilà. Alors, l'histoire suivante, ça s'appelle Les éclairs. C'est pas des éclairs au chocolat, c'est bien dommage. Et ce sont des éclairs qu'on voit par la fenêtre. Mais combien de personnes pensent savoir et pas se rendre pas compte de ce que ça peut donner sur le cerveau? Ouais. On en a parlé il n'y a pas si longtemps de ça, hein. Oh, je vais bien au café. C'est les seuls trucs que je mange qui sont au café, c'est les éclairs. Ah, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans le live. On parlait justement des drogues, de l'hélium, c'est ça? De l'hélium qui sévit chez vous. Voilà. Moi, je déteste tout ce qui est à base de café. Donc, les glaces au café, les gâteaux au mocha, tout ça, je déteste, sauf les éclairs au café. Protoxyde d'azote au café. Voilà. J'ai mangé un liégeot au café. J'aime pas.
Je n'aime pas tout ce qui est au café, sauf les éclairs. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Je sais que c'est très contradictoire, parce que dans l'éclair au café, c'est de la crème au café, mais il n'y a que ça que j'arrive à manger qui est au café. J'achète pas pour moi en tout cas de crème glacée au café, j'aime pas. Mon chéri, il adore ça. Moi, je déteste ça. Je ne peux pas. Rien que de sentir l'odeur, j'ai des hauts le cœur. C'est une tuerie. Comme quoi, vous voyez, hein, les goûts et les couleurs. Moi, c'est tout ce qui est à base de pistache. La glace au pistache. Quand il y a du chocolat en plus, ça c'est le summum. Les petits pots à la pistache, tout ça, j'adore, mais je suis vraiment une fan là-dessus. Donc, l'histoire suivante. Oh, c'est trop bon le melon. Le melon avec une tranche de jambon par. Oh, qu'est-ce que c'est bon. J'adore. Donc, l'histoire suivante, c'est les éclairs. Nous avons emménagé dans une toute petite maison il y a peu de temps. Oui, exactement, Caro. Le quartier est calme, les voisins sont avenants, amicaux, il y a de très beaux jardins. C'est un nouveau départ pour moi, une mère fraîchement célibataire et mon fils de 3 ans. Un départ qui me permet d'oublier tous les drames et le stress de l'année précédente. J'ai considéré la tempête comme une métaphore pour ce nouveau départ. Un dernier spectacle théâtral avant que la grâce du passé soit emportée. Mon fils l'a adoré cette tempête, même si elle a provoqué une coupure de courant et que nous sommes restés dans le noir. C'était la première fois qu'il en voyait une aussi impressionnante. Des éclairs aveuglants ont inondé une pièce nue, donnant au carton de déménagement de longues ombres lugubres. Il a sursauté en criant quand le tonnerre a grondé. Son heure du coucher était largement dépassée avant qu'il puisse enfin se calmer pour dormir. Le lendemain matin, je l'ai trouvé bien réveillé dans son lit en souriant. Il me dit, j'ai regardé les éclairs depuis ma fenêtre. Il me l'a dit fièrement. Quelques jours plus tard, il m'a dit la même chose. Ne sois pas bête, je lui ai dit. Il n'y a pas de tempête la nuit dernière, tu as dû rêver. Oh, me dit-il, il a semblé déçu. J'ai ébouriffé ses cheveux et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, qu'il y en aurait sûrement d'autres tempêtes. Puis c'est devenu une habitude. Il me racontait comment il observait les éclairs de sa fenêtre, au moins 2 ou 3 fois par semaine, surtout malgré qu'il n'y avait aucune tempête. Des rêves récurrents de sa mémorable première tempête, j'ai supposé. Rien de grave pour moi. Avec le recul, j'ai facile de me détester. Tout le monde m'a assuré qu'il n'y avait rien, que j'aurais pu faire, aucun moyen de l'avoir deviné. Mais je suis censée être protectrice de mon enfant et pour moi, ce n'étaient que des mots inutiles de réconfort. Je revis constamment cette matinée. Je préparais mon café, je versais du lait sur mes céréales et je prenais le journal pour lire l'article à la une à propos du pédophile que les autorités locales avaient arrêté. Le pédophile sélectionnait une jeune victime, et généralement un garçon, surveillait la maison pendant un moment, puis prenait des photos avec flash à travers la fenêtre pendant qu'elle dormait. Parfois, il faisait bien plus que ça, et j'ai senti mon estomac se retourner avant que je ne fasse le lien. À l'époque, ce n'était que quelque chose de sorti de l'imagination d'un enfant. Avec le recul, c'est la chose la plus effrayante que j'ai entendue. Environ une semaine avant que le prédateur ne soit arrêté, mon fils est venu me voir en pyjama. Il est venu me voir et me dit: Maman, devine. Quoi? Il n'y a plus d'éclair à ma fenêtre. J'ai joué le jeu. Ah ben c'est bien, ça s'est finalement arrêté.
Non, maintenant les éclairs sont dans mon armoire. Je dois encore avoir les photos que la police a récupérées. Il n'a pas souffert, il n'a rien eu. J'ai pu réagir avant. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les éclairs, c'était juste ce fameux monsieur qui faisait des photos et avait repéré mon fils. Et tous les éclairs que mon fils voyait, c'était le flash de son appareil photo. Au jour d'aujourd'hui, il purge une grosse peine et mon fils n'a rien. Il a eu énormément de chance et heureusement que j'ai pu réagir à temps à cette histoire. Comme quoi, il faut se méfier de tout. Au début, on pense que c'est une bêtise d'un enfant qui a vu une tempête et qui a été choqué par cette tempête. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça. Et c'est vrai qu'on ne pense pas à se poser les bonnes questions. Après, heureusement, bah, son fils n'a rien eu. Euh, c'était juste les flashs de l'appareil photo. Mais après, vous imaginez, il était quand même rentré dans la maison. Donc, heureusement que sûrement par une fenêtre entrouverte, et puis il ressortait. Et après, il a été appréhendé avant que il ne puisse sévir. Mais vous imaginez l'enfant qui raconte ça à ses parents et puis qui vit des choses de ce style. Mais en fait, c'est incohérent. Jamais après une tempête, vous allez penser à ça. Faire le lien, c'est seulement quand vous lisez que vous pouvez faire le lien. Mais avant, comment vous pouvez savoir et faire le lien? C'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller les enfants. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, euh, c'est encore pire qu'avant, parce que tout est banalisé, tout semble naturel. euh, et, et les gens ne percutent pas plus que ça. Et Dieu sait s'il y a des gros, gros, gros dangers. Le plus gros danger qui est en train d'arriver, c'est l'IA. Alors pourquoi ça serait un danger? Parce que déjà, ben, vous pouvez rentrer en contact avec une IA sans savoir que c'est une IA et vous allez penser que c'est un être humain vrai, véritable. D'ailleurs, on avait vu une histoire là-dessus. Et ça peut être troublant, mais aussi le fait que nos enfants, enfin vos enfants, parce que moi les miens, ils sont grands, grâce au ciel, mais, euh, mais j'ai quand même des petits derrière, donc les petits, potentiellement, ça pourrait être dangereux pour eux plus tard. Et comme maintenant, tout se fait par les réseaux sociaux, on rencontre les gens par les réseaux sociaux, etc. Imaginez le potentiel de risque de rencontrer une IA sur Internet plutôt que de rencontrer une personne physique. Du coup, j'ai pensé à ton histoire, Stella. Tu te rappelles ton histoire que tu avais eue sur ton profil? Et je me suis dit, c'est peut-être ça que les gens, ils ont peur. Après, toi, c'est encore une autre histoire, hein. Mais clairement, avec ces IA, vous pouvez créer des photos qui ressemblent à une personne et que cette personne-là ne vous parle pas. On peut prendre des photos de vous et créer une IA qui vous ressemble complètement sans que ce soit vous. À base d'une photo, d'une vidéo, de n'importe quoi. Donc, si c'est dangereux pour nous adultes, imaginez pour les enfants et les adolescents qui, au jour d'aujourd'hui, ont accès à tout parce que ils sont à peine, même pas en adolescence, ils ont déjà un téléphone, ils sont déjà sur les réseaux sociaux, ils ont
Facebook, Insta, Snapchat, TikTok, tout ce que vous pouvez rêver. Donc, si vous êtes parent, je pense à Choupi, entre autres. Si vous, si vous êtes parent, faites attention à vos enfants. T'as de drôle de rêve. De rêve. C'est pas un rêve, c'est une réalité, Carpaccio. Coucou Lily, je suis en lurk et j'ai envie de réagir à ce que tu dis. Je ne trouve pas qu'Internet soit plus dangereux que la vraie vie. Combien de fois on se fait avoir dans la vraie vie par des gens? Le problème, c'est que certaines générations ont peur car ils ne connaissent pas. Oui, quand ce sont des vraies personnes, Angel, je suis d'accord avec toi. Carpaccio, je suis d'accord avec toi, on peut se faire avoir, mais ce sont avec des personnes en chair et en os, Angel. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un cherche le grand amour. Et bah, je vais prendre l'exemple de Stella, je vais te prendre pour exemple. Stella, elle est célibataire. Elle cherche quelqu'un. Elle parle des critères de son homme idéal, etc. Et comme par hasard, un mois après, quelqu'un vient lui parler, il lui envoie des photos de lui. Pour elle, c'est le mec idéal. Et ils se parlent pendant des jours et des jours, ils s'envoient des photos, blablabla, etc. Et que c'est une IA. Oui, mais une personne, tu peux mettre ton doigt dessus. Derrière l'IA, il y a quand même une personne, Angel. Je cherche plus chez ton homme idéal. Moi, je trouve que c'est dangereux. Perso, moi, je ne suis pas du tout pour les IA. Je trouve ça dangereux. Et ça prend la place des êtres humains. Pour moi, c'est inutile. On n'a pas besoin de ça. Mais ça, c'est mon ressenti personnel, hein. Moi, je trouve que rien ne vaut ce qu'on apprenait avant. Mais peut-être que c'est parce que je suis de la vieille école. Oui, mais justement, à partir du moment où tu arrives à mettre le doigt sur le pervers narcissique, parce que là, on parle de pervers narcissique, quand tu arrives à mettre le doigt sur la personne, tu l'expédies de ta vie, mais une IA, elle peut revenir dans ta vie. Mais ça, moi aussi, Angel, moi aussi, j'ai fait des mauvaises rencontres dans ma vie et sur Internet. Moi, je parle pas de personnes, de vraies personnes. Moi, je parle de l'IA. Les vraies personnes, je ne dénigre pas le fait de connaître des personnes sur Internet. J'ai connu, bah, je t'ai connu toi, j'ai connu Stella, j'ai connu Caro, j'ai connu Choupi depuis des années, j'ai connu Ryan, etc. C'est des personnes avec qui je me sens bien. J'ai eu la chance de rencontrer Aurélie. Et puis voilà, c'est ça. Oui, voilà, et c'est pour ça que je dis, on peut créer un personnage avec votre propre image et en jouer. Donc, si par exemple, du jour au lendemain, quelqu'un a envie de faire une IA me représentant et d'aller draguer quelqu'un d'autre, eh ben, on croira que c'est moi alors que c'est pas moi. C'est plus de ça que je veux parler. Avant, c'était facile. Les brouteurs, on les reconnaît, on les voit arriver aussi.
Voilà, après, moi, ben, on sait que je suis de chair et de sang, puisqu'on me voit à l'écran, mais faut qu'elle soit accrochée, la personne, avec tes histoires de cadavres dans la main à jouer. Un carpaccio. Non, mais c'est vrai, franchement, pour moi, personnellement, je vous dis, on n'avance pas, on régresse. Mais ça, c'est mon avis personnel, hein. Les réseaux sociaux, c'est très bien quand c'est des vraies personnes derrière, mais à partir du moment où c'est un ordinateur qui peut ne pas être la personne, mais une autre personne, là, pour l'instant, oh, on n'y échappera pas. Après, ça dépend, parce que moi, je veux rien savoir par rapport à l'IA. Personnellement, à aucun moment, je voudrais passer par une IA pour me remplacer. Ça va remplacer tout, ça va remplacer les caissières, ça va tout remplacer. Vous allez avoir des robots qui vont remplacer les êtres humains. On n'aura plus besoin, il n'y aura plus d'emploi. Waouh, c'est c'est ça, Caro. Perso, moi, je trouve que l'être humain n'évolue pas. Je trouve qu'il régresse. On dit qu'on évolue dans le temps, oui, on évolue. On évolue au niveau du matériel, oui. Mais pour le reste, non. Euh, je trouve qu'on n'évolue plus du tout. On régresse. Bientôt, les IA vont se donner des rendez-vous et les êtres humains, ils resteront chez eux sans sortir. Oui, ça je sais, ça c'est encore différent, Angèle. Ça fait longtemps que les femmes ont des droits. En plus, on en parlait hier dans le live du Simia. Il parlait justement des droits des hommes et des femmes. Et bien souvent, eh bien, vous avez des femmes qui sont battues, certes, mais vous avez aussi des hommes qui sont carrés et qui seront frappés par leur meuf. Évoluer, pour moi, ça veut juste dire changer. Ça veut pas dire s'améliorer. Ouais, c'est ça, Caro. C'est ça. Droit de vote des femmes en France, 1946, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est autre chose. Est-ce que Est-ce que c'est vraiment une bonne chose que les femmes aient autant de liberté que les hommes? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est bien que toutes les femmes soient au travail et délaissent des enfants pour aller travailler? Sauf si évidemment c'est des femmes qui n'ont pas le choix. Mais quand on voyait des personnes qui ont énormément d'argent et que la femme elle va quand même travailler et que les enfants euh, ils sont ils sont pas surveillés, rien du tout. Je vois pas ça d'un bon œil, Angel. Après, ouais, toi, t'es encore jeune, donc tu le vois peut-être comme ça, mais moi, je le vois pas comme ça du tout. Après, comme je te dis, je suis de la vieille époque. Ouais, j'ai quand même 55 ans. Je suis née dans les années 60. N'oubliez pas que j'ai traversé les années 70, les années 80, les années 90, les années 2000, 2010 et 2020.
j'ai eu le temps de voir les choses changer et voilà. Je trouvais que c'était tellement mieux quand on était enfant. D'ailleurs, ma fille a eu cette chance. Coucou David. Ma fille a eu cette chance de jouer dehors. Je trouvais tellement que c'était mieux quand on jouait à l'extérieur plutôt que en tant qu'enfant, hein, derrière un téléphone du lever jusqu'au coucher du soleil pendant les vacances. Il y a du bon et du mauvais, je suis d'accord avec toi, Angel. Je suis complètement d'accord. Mais, euh, mais ça, c'est mon ressenti. Ma fille, elle sortait tout le temps jouer dehors. Aujourd'hui, elle a 27 et elle a eu une belle enfance. Elle a pu jouer avec ses amis là devant. Elle allait jouer là au coin de la rue. Il ne risquait pas de se faire attraper par des mauvaises personnes. D'ailleurs, avec la financière, hein, c'est pas compliqué. Donc, voilà, faut pas oublier que c'est des ados et ils étaient là dehors, ils faisaient leur connerie et tout, mais il y avait des mamans qui surveillaient. Si c'était pas moi, c'était une autre. Et on était organisés. Et puis voilà, on allait faire du vélo. Moi, j'ai fait du patin roulette. J'allais jouer partout. J'ai été dirigeante de pas trop. J'allais avec mes jeunes filles parce que j'avais des ados entre 9 et 12 ans. J'allais avec elles faire des longues promenades le dimanche après-midi, etc. Mais punaise, où est-ce que vous voyez ça encore au jour d'aujourd'hui? Coucou Véro, c'est ça David. Quand j'allais en France, quand j'allais en France, j'étudiais tous les matins et quand j'étais en vacances, parce que je partais 2 mois avec mes parents pendant les grandes vacances, à Noël et à Pâques, eh bien, j'étudiais le matin, en été, hein. Je me levais, j'allais me courir à pied, je revenais, je déjeunais, j'étudiais. Puis je mangeais à midi. Et puis l'après-midi, bien, j'allais avec mes amis à l'étang, à la rivière, à Toram, etc. Au jour d'aujourd'hui, mais en fait, les gens, ils sont tout le temps collés derrière leur téléphone. C'est pas comparable, mais c'est peut-être pas si bien que ça. On n'est plus connecté à la nature. Coucou ma Lulu. On n'est plus connecté à ça, on n'est plus connecté à l'extérieur, on est connecté dans sa maison. Après, on dira, ah, mais oui, mais les enfants, ils ont peur de tout, ils sont angoissés de tout, ils veulent pas faire ceci, ils veulent pas faire cela. Après, moi, mes parents, ils ont eu la même génération que moi, parce que mes parents, ils jouaient aussi dehors, etc. Donc, il n'y a pas vraiment eu de conflit de génération. C'était déjà comme ça avant. Oui, c'est ça, David. Bon, allez, histoire suivante. Le titre, c'est Tu n'as pas peur. Tu es allongé sur ton lit. Le ronronnement sourd de ton climatiseur, ah, ça, je connais, est la seule chose qui te sépare du silence total. Tu sais, ce silence particulier qui est si lourd, si épais, quand tu as l'impression qu'il est assourdissant. Le genre de silence où tu pourras entendre une épingle tomber 3 chambres plus loin. Le genre de silence qui emplit tes oreilles de sons de tes propres battements de cœur, tandis que ton oreille est pressée contre ton oreiller. Ce genre de silence. Bon appétit, Véro. Le ronronnement sourd est le seul bruit que tu peux entendre, le bruit qui passe généralement inaperçu jusqu'à ce qu'il soit le seul bruit présent. C'est réconfortant quand tu le réalises ou pas, une sorte de bruit blanc qui te berce et te conduit lentement vers les ténèbres. Ça, je vous l'ai déjà dit, moi je dors avec un ventilo toute l'année.
Oui, parce que toi, tu réagis comme ça et que tu veux faire les deux. Mais il y en a qui ne le font pas, Angel. Et c'est de ça que je parle, justement. C'est de laisser les enfants livrés à eux-mêmes avec leurs écrans et de ne pas leur apprendre à être connectés avec la vraie vie. Toi, tu le fais. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui prennent le temps de le faire? Euh, Lever, école, travail, ça revient du boulot, on fait à manger, les enfants se lavent, ils vont coucher, le lendemain, c'est reparti. Et tout le temps comme ça. Voilà, c'est ça. C'est parce que toi, tu le vois comme ça, parce que toi, tu fais en sorte que ce soit bien et que tu veux que ce soit comme ça, parce que tu veux qu'il y ait un juste équilibre. Mais il faut déjà qu'il y ait ce juste équilibre. Tout le monde n'est pas comme toi. Toi, tu es une bonne maman. C'est ça la différence. Une sorte de bruit blanc qui te berce et te conduit lentement vers les ténèbres. Mais soudainement, ta chambre est de retour à la température indiquée sur le thermostat et le ronronnement s'arrête masqué par un claquement sourd du conduit d'aération. Pour ton malheur, tu n'es pas encore endormi et le silence s'installe. Oui, mais voilà tout eu la mienne. Elle a tout eu. Elle a eu toute la technologie, mais elle a eu aussi l'extérieur et elle a été apprise aux deux. Parce elle était jeune quand il y a eu les téléphones portables. Après, elle a eu besoin d'un PC portable pour elle travailler, puis d'un PC plus important. Elle avait la TV dans sa chambre, elle avait le home cinéma, etc. Mais elle sortait. Ça dépend des parents, oui. Euh, Tu devrais être réconforté par le fait que tu peux entendre tout et n'importe quoi autour de toi, compensant l'absence de visibilité due aux ténèbres, mais tu ne l'es pas. C'est ce même environnement qui te met mal à l'aise et qui fait battre ton cœur un peu plus vite, qui rend ton corps tendu, sans explication, et qui te rend conscient que tu n'es pas seul. Mais tu es seul, n'est-ce pas? Tu es allongé, les yeux fermés depuis au moins 15 minutes et tu t'es assuré que tout était normal dans ta chambre avant d'éteindre la lumière. On ne te le fait pas à toi. Si tu étais dans un film d'horreur, tu survivrais jusqu'à la fin. Tu as même soigneusement préparé un plan de ce que tu ferais si tu te retrouverais dans une de ces situations que tu as lues dans les creepypasta. Mais ces trucs-là, c'est juste des bêtises de toute façon, n'est-ce pas? Tu n'as pas peur, ou du moins, c'est ce que tu continues à te dire. Mais attends, qu'est-ce que c'était? Était-ce un bruit de tissu? Mais tu n'as pas bougé de ton lit. Tu n'as fait aucun mouvement. C'est toi qui as fait ce bruit? Non, tu ne l'aurais pas pu. Tu es donc paralysé dans ton lit, raide, avec un malaise qui n'était pas là il y a quelques instants. Tu as sûrement dû l'imaginer. Tu dois l'avoir imaginé. Tu te retournes pour faire face au mur, des yeux, loin de l'esprit, et il y a quelque chose dans la chambre avec toi. Et ça, tu devrais l'accepter, et si tu es trop fatigué pour t'en occuper pour le moment, essaye de t'endormir. Mais tu es toujours paralysé par ce malaise que tu entends à nouveau, ce bruissement. Cette fois, il est accompagné d'un bruit sur le sol. Ton cœur marque un battement. Tu as vraiment entendu ça? Non, non, tu paniques pour rien. Tu devrais vraiment arrêter de jouer à ces jeux d'horreur si tard la nuit. Ça te retourne le cerveau. Tu es une personne rationnelle, alors arrête de faire l'enfant et endors-toi, voyons. Pour certains, ça va vous rappeler des choses. En tout cas, moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Tu fermes très fort les yeux, espérant silencieusement que que le sommeil, pas le soleil, t'emportera bientôt. Tu supplies pratiquement pour être emmené en sécurité dans un monde de ta propre création.
Tu fouilles dans un sens, mais il n'y a rien là-bas, pas vrai? Tu es juste fatigué. Je suis d'accord pour le juste milieu. Maintenant, alors que tu n'es plus tendu, je crache mon mot. Maintenant, alors que tu es plus tendu que jamais, ce son énervant résonne à nouveau dans la pièce, le bruissement de tissu, suivi par un bruit sourd sur le sol. Dans le vouloir, tu retiens ta respiration, les yeux fermés, aussi fort que possible. Tu as un besoin enfantin de tirer la couverture sur ta tête et de envelopper tes pieds dans la couverture. C'est ton imagination. Tout est dans ta tête. Ton cœur bat fort dans tes oreilles maintenant, mais pas assez fort pour étouffer le son répétitif qui approche de l'autre côté de la pièce. C'est quoi ce bruissement? Peut-être que tu as laissé un bout de papier au sol. Ça doit être ça. Et ce battement, ben, c'est peut-être le chat ou le chien ou quelque chose. Ils ont probablement couru à l'intérieur quand tu ne regardais pas avant de fermer la porte. Tu es juste paranoïaque. Le bruit est maintenant à moins de 30 centimètres de ton lit et lui tournant le dos, tu n'oses pas te retourner pour voir ce qu'il en est. Pas que cela t'avancera quelque chose, car la lumière dans ta chambre est tellement faible et que ton téléphone est sur la table de nuit, tu l'as branché avant de te glisser dans ton lit, tu t'en souviens, mais tu n'oses pas te retourner et regarder. Il n'y a rien de toute façon. Des minutes qui ressemblent à des heures s'écoulent alors que tu fais face au mur, raide comme un piquet, incapable de faire bouger ton corps récalcitrant. Tu n'as plus entendu les bruits depuis un moment maintenant, pas depuis qu'ils ont atteint le bord de ton lit. Et tu sais qu'il n'a rien là. Tu aurais vraiment dû mettre de la musique ou quelque chose comme ça avant d'aller au lit. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Bonne nuit, Choupi. Moi, j'ai pas élevé mes enfants comme moi j'ai été élevée. Après, je ne sais pas si c'était un bien. Je pense que en voulant être beaucoup trop large, ben, au final, ça ne m'a rien apporté. Des minutes qui ressemblent à des heures s'écoulent alors que tu fais face au lit, raide comme un piquet, incapable de bouger. J'ai déjà lu ça. Soudain, un bruit familier résonne dans la pièce, celui de ce ronronnement habituel. Tu expires profondément soulagé. Ton corps se détend petit à petit. La paralysie est passée. Tu peux enfin dormir en paix. Ce silence commençait vraiment à t'atteindre. Tu te retournes pour vérifier l'heure sur ton téléphone et ça doit bien faire au moins 1 heure que tu essayes de dormir. Tu te retrouves nez à nez avec mon visage qui n'est autre qu'une petite boule de poils. C'est mon chat qui me fait des câlins. C'était lui le bruit et rien d'autre. Donc je n'avais pas de raison d'avoir peur. Pour certains, ça va vous rappeler des histoires de votre vie. Après, moi, je suis pour un juste équilibre des choses, hein. Après, comme je dis, moi, mes enfants, ils sont grands, mais je vois que les enfants de mon fils, franchement, je vous promets que il, il vit pire que ce que j'ai vécu. Parce que mon fils, quand il était enfant, c'était un démon. Il faisait que des conneries. Et il entraînait bien évidemment tout le temps sa sœur avec lui.
Et quand je me suis séparée de mon ex et que Dylan a décidé de rester avec son papa, j'ai juste gardé ma fille. Ma fille a eu tout ce dont elle pouvait rêver. On a fait tous ses caprices, on l'a chouchoutée, on lui a tout donné. Si on avait pu, on lui aurait donné ce qu'on ne pouvait pas lui donner. Mon fils, lui, il est resté avec son père. Euh, il a été embrigadé parce qu'il avait un handicap et il a vécu une adolescence et une enfance misérable. Il n'avait rien et moins que rien. Son père ne lui donnait pas d'argent. Il gardait tout, hein. Faut choisir entre donner de l'argent à ses enfants et boire. Il avait eu 3 enfants derrière et puis voilà. Il n'avait rien du tout. Quand son père allait boire, eh bien, il était renfermé dans sa chambre jusqu'au temps qu'il se lève. S'il se levait à 3 heures de l'après-midi, il se levait à 3 heures de l'après-midi, sans manger, sans boire, avec juste un seau dans la chambre pour lui aller aux toilettes. Il était dans le début de l'adolescence. Au jour d'aujourd'hui, mon fils me respecte. Ma fille, pas du tout. Chercher l'erreur. Après, il ne me parle plus trop à son père. Ça, il y a eu beaucoup de conflits après. Mais ça fait quand même peur de se dire que vous avez tout donné à un et que l'autre a eu beaucoup moins et qu'au final, il y en a un qui vous respecte plus que l'autre. C'est ça, Lulu. C'est ça, ma Lulu. Exactement. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ça, c'était l'histoire suivante. Et moi, ça me faisait vraiment penser quand on est connecté avec le monde de l'invisible. Euh, qui n'a jamais entendu du bruit au moment de s'endormir, que ça lui dérangeait, qu'il laisse la télévision allumée parce qu'il ne veut pas entendre les bruits ambiants et qu'il règle la télévision pour qu'elle s'éteigne à une certaine heure. Perso, moi, c'est pas la télévision, c'est le ventilo, je vous l'ai déjà dit. Été comme hiver, je dors avec un ventilo. Ça, le ventilo fait un bruit ambiant et me permet de ne pas entendre. Alors, les bruits, c'est un grand mot, mais ça me permet aussi de ne pas entendre parler. Et du coup, ça me permet de m'endormir parce que comme c'est bien expliqué dans l'histoire, le ventilo fait un genre de bruit régulier, apaisant, qui me permet de m'endormir. Et je trouve que ça fait vraiment penser à ça et que quand on vit des choses de ce style et que c'est récurrent et que c'est souvent, eh ben, ça peut vraiment nuire à notre sommeil. Alors on essaye de combler. Après, ici, en fin d'histoire, c'est un petit chat, c'est le chat, mais c'est arrivé plein de fois que je n'arrivais pas à m'endormir tant que mon chat n'était pas tout près de moi. Je n'ai jamais eu autant de problèmes de sommeil depuis que Jim ne vient plus dormir avec moi, même en hiver. Parce que il fait tellement chaud, bah, lui aussi il souffre hein, de la chaleur comme tout le monde, donc il vient pas se coller à nous. Et voilà, c'est ça, c'est ça, Angèle. J'ai fait du mieux que j'ai pu, comme tu dis. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la réalité. Mais qui n'a jamais eu des bruits dans sa chambre avant de s'endormir ou d'avoir entendu des choses qui sont dérangeantes, etc. Regardez tantôt, Caro, sa pharmacie qui est tombée toute seule. Elle est toujours là, Caro, en fait.
Est-ce que Greg est en live? Non, il n'est pas en live. Tiens, c'est bizarre. Il est en vacances, Caro, Greg, pour l'instant? Alors, l'histoire suivante, c'est la ville obscure. Caro, si tu l'as fait 3 fois. Ou pas, Malulu? Ou pas? Non, parce que Greg n'est pas là, donc après, il est peut-être occupé aussi, hein. L'histoire suivante, c'est la ville obscure. Il y a quelqu'un qui te hait, quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour blesser, que tu payerais n'importe quel prix pour te venger. Si c'est le cas, tu pourrais envisager de l'inviter dans la ville obscure. Pour l'atteindre, va dans n'importe quelle ville de taille décente et trouve une ruelle déserte dans la nuit. Avance, ferme les yeux aussi fort que tu peux, murmure, ville obscure et concentre-toi sur les ténèbres. Tu as probablement déjà remarqué les couleurs pâles et les formes abstraites qui dansent devant tes yeux quand tu essaies de te concentrer, ton regard les yeux fermés. Observe ces images, après quelques minutes, elles devraient devenir plus claires, plus brillantes. Quand ça arrive, elles vont commencer à prendre une forme précise. Des images d'animaux, de choses similaires peuvent, peu importe ce que tu vois, garde les yeux fermés. Tu vas petit à petit prendre la notion du temps, mais les images finiront par s'arrêter et tu ne verras alors que les ténèbres pures, rien que du noir profond, aucune couleur ou aucune forme. Quand tu es certain de ne voir que ça, ouvre les yeux. C'est possible. Tu seras maintenant dans une ville très sombre. Il n'y a pas la moindre lumière, pas la moindre étoile dans le ciel. Tu pourras apercevoir un contour bleu pâle autour des bâtiments hauts qui t'entourent. Trouve ton chemin hors de l'allée et marche silencieusement, le plus silencieusement que possible sur le trottoir dans n'importe quelle direction. Tu les entends, les moindres mouvements? Cours aussi vite que te permettront tes jambes, loin du bruit. Il y a des animaux dans la ville obscure. Il fait très sombre pour distinguer les détails, mais ils font la taille de grands félins sauvages, et ils tueront tout être humain qu'ils pourraient voir. Continue à avancer jusqu'à atteindre une zone avec des bâtiments, la limite de la ville. Pourquoi je dis les yeux? Un enfant s'approchera de toi, le visage faiblement brillant d'une lumière terne, te permettant de voir qu'il n'y a pas Dieu. Il te demandera: partages-tu ta lumière avec moi? Caro, partageras-tu ta lumière avec moi? Réponds oui, et l'enfant tendra le bras pour t'arracher ton œil droit. Ce sera douloureux, mais il n'y aura ni saignement ni blessure. L'enfant te remerciera et partira. Continue d'avancer, et un homme de grande taille s'apparaîtra devant toi. À quelle personne souhaites-tu enlever sa lumière? Prononce le nom de la personne. Dès que le nom aura franchi tes lèvres, elle deviendra définitivement et irrémédiablement aveugle. Votre haine est-elle satisfaite? L'homme demanda-t-il. Si elle l'est, réponds oui, et tu te réveilleras dans la ruelle. Si elle ne l'est pas, réponds non, et l'homme disparaîtra. Continue d'avancer, et tu rencontreras un autre enfant. Partageras-tu ta lumière avec moi? Réponds oui, et ton œil gauche te sera arraché, te laissant aveugle. Continue d'avancer, et l'homme apparaîtra de nouveau, même si tu ne pourras le reconnaître qu'à sa voix, bien entendu. Quelle vie
Souhaitez-vous que les ténèbres vous revendiquent? Prononce le nom de la personne et elle mourra. On te demandera pas si ta haine est satisfaite, tu ne pourras pas retourner à la ruelle. Je t'ai prévenu qu'il faudra être prêt à payer un prix très cher avant de faire cela. Tu passeras le reste de tes jours errant dans la ville obscure, aveugle avec ta haine pour seule compagne. Pour certaines personnes, c'est suffisant. Encore une histoire, encore une histoire qui est remplie de sens et qui peut montrer à quel point la haine peut aveugler les gens avec leurs esprits de vengeance et qui peuvent aller jusqu'à leur propre perte. Un bot? J'ai pas vu. Ah oui, c'est pas grave, c'est mon bot. Moi, je le vois pas parce que j'ai mon retour sur mon Twitch, sur allez, mon Streamlabs et sur mon Streamlabs, ben en fait, j'ai pas les bots, etc. Enfin, quand ils suppriment, etc. Je vois pas. Je vois seulement quand vous bannissez. Patato. Patato le violet. Ah, c'est pas mal ça. S'il a été banni, c'est que le bot l'a jugé comme étant dangereux. Il fait noter Kicked bot a banni Patato de Purple. Ah ouais, en plus il avait même pseudo que moi. Motif, automatique protection, spam bot, botting, scamming, dangerous link par Wispot. Ouais, bien dangereux. C'est une patate violette. Bah oui, moi je suis un chat violet. Donc voilà. Mes enfants, je suis HS. J'espère que je vais dormir cette nuit. J'espère que je vais dormir. Je vais m'assommer cette nuit. En plus, demain, c'est le 15 août, donc c'est considéré comme un dimanche. Si seulement. Faut pas rêver du ménage. Oh, Ryan. J'ai pas dormi. Enfin, si, j'ai dormi, mais j'ai dormi 3 heures et 1 heure et demie cet après-midi. Ah non, il fait trop chaud, tu rigoles. Après, ça va coller. Ah non, je ne fais pas mes vidéos la nuit. Mes vidéos, je les fais le soir. D'ailleurs, c'est parce que Caro n'est pas là, parce que Caro et Bastien en sont témoins. Je faisais mon montage hier. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo. Bien souvent, le mardi, quand je fais mon montage, je suis dans le Discord. D'habitude, je reste une bonne heure, mais hier, on a parlé beaucoup plus longtemps avec Bastien et avec Caro, jusqu'au temps que j'ai plus de... que j'ai plus de... que mes écouteurs m'étaient déchargés. Alors, je les entendais plus. Hier, j'ai fait mon montage et puis on a regardé ensemble comment fonctionnait la caméra détecteur de mouvement.
Ah, le backgammon, ouais, ben, ça existe en jeu normal. Et après, on a discuté de plein de trucs. Qu'est-ce qui colle? Hein? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Non, on a regardé comment ça fonctionnait. J'ai montré à Caro comment la caméra a détecteur de mouvement. Elle bouge par moment, qu'il n'y a rien. Et je disais que si vous avez envie de venir discuter avec moi à ce moment-là, ben vous êtes les bienvenus, hein, voilà, si vous voulez venir avec moi à ce moment-là. Hier, je suis restée plus longtemps parce qu'on était à trois et on a parlé de plein de trucs. Et pour finir, on est resté beaucoup plus longtemps. Mais je partage mon écran et si je suis en train de faire un montage, ben, je partage mon écran pour le montage. Et hier, comme je voulais absolument montrer à Caro comment ça fonctionnait, puisqu'elle était là, et puis après Bastien est venu, donc il a vu aussi. Puis voilà, je peux montrer comment ça fonctionne, etc. Donc voilà. Donc vous êtes invités si vous avez envie de venir. Je mets tout le temps un mot dans le blabla avant d'y aller. Euh, Hier, Ryan, lui, il était parti manger et puis Simia était en live, donc je comprends qu'il était sur le live de Simia. Moi aussi, d'ailleurs, j'y étais. Mais quand vous avez envie de venir et que vous faites rien, bah, vous êtes les bienvenus. Voilà. Moi, je suis très sérieuse, mais qu'est-ce que tu racontes, ma Lulu? Mais qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Et en plus, je ne suis pas une bourrique. Il y a des fois, ma Lulu, elle se fout de moi. La nuit, elle teste mon degré mon degré d'éveil et elle me charrie sur deux petites fautes sur une adresse, alors qu'au final, ça veut dire exactement la même chose qu'il y a un S ou qu'il n'y ait pas d'S. Un coquine. Alors, l'histoire suivante, qui est la dernière histoire. Si tu veux, Ryan, je lui avais fait envoyer un truc et elle n'a jamais reçu. Et je lui dis, mais j'ai ton. Elle me dit, ouais, tu m'as jamais donné ton adresse et tout. Après, comme je vous ai déjà dit, si vous voulez mon adresse, il faut la demander à Stella. Stella, elle l'a. Euh, et elle me dit, ouais, tu m'as jamais donné ton adresse. Donc je lui donne et tout. Et elle me dit, ouais, t'as plus mon adresse, ici et là. Et je lui dis, si, je lis toujours son adresse. Et du coup, je lui envoie sur Messenger parce que c'était sur TikTok qu'on discutait. Donc, je lui envoie son adresse et tout. Elle me dit, ah non, il y a des petites fautes et tout. Vous rigolez, les petites fautes, c'était deux S, un S à un mot et un S à l'autre mot. Mais de toute façon, qu'il y ait un S ou pas d'S, c'est pas important parce que ça veut dire la même chose. Donc, bonne nuit Fabrice, prends soin de toi, des bisous et bonne chance pour demain. Et du coup, je lui dis, mais enfin, je dis, tu te fous de moi? J'ai envoyé le colis en Ardèche. Je sais pas où je l'ai envoyé, il est jamais arrivé. De toute façon, maintenant, ça n'arrivera plus parce que soit je demande à Lolo, soit je vais demander à Nancy. Et puis, comme elle a le centre de colis, ça partira sûrement. Et puis voilà. Alors, la dernière histoire, avant que tout le monde soit parti, parce qu'on est de moins en moins, c'est je n'aurais pas dû me réveiller. Avez-vous déjà eu cette impression que quelque chose n'était pas normal? Pas dans la journée, non, mais en pleine nuit. On nous l'a encore en pleine nuit. Je parlais de ce soudain sentiment d'effroi sorti de nulle part qui vous ordonne de vous réveiller. C'est drôle.
On dirait presque que le mal nocturne dégage quelque chose quand notre cerveau endormi perçoit. J'ai vécu ça récemment. Ça m'a réveillée. Normalement, quand ça arrive, vous restez immobile dans votre lit en faisant semblant de dormir jusqu'à ce que ça passe. Ou si vous êtes d'une humeur aventureuse, vous vous levez, inspectez la maison et vous retournez vous coucher quand vous ne trouvez rien sans pousser trop loin. C'est ce que j'aurais dû faire. Je n'aurais pas dû me réveiller. Cette nuit-là, je me suis soudainement redressée. Pendant un long moment, je suis restée là, fixant le noir de ma maison, avant même de réaliser que j'étais réveillée. Puis la peur est venue. Ce sentiment d'étouffement qui vous serre lentement la poitrine et se dirige vers votre gorge. J'étais seule chez moi, les yeux grands ouverts et apeurée sans raison. Je n'entendais ni les bruits d'un éventuel cambriolage, ni les sons fantomatiques d'un tuyau qui fuit. Je n'avais aucune raison d'être paniquée, et pourtant je l'étais. Sans plus y réfléchir, je me suis levée et je me suis dirigée vers la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tiré les rideaux, juste pour regarder et de passer un coup d'œil dans mon jardin éclairé par la lune. Dehors, rôdant autour du jardin, il y avait un clown avec la panoplie complète, des manches bouffantes, un col à volant, un pantalon large, de grandes chaussures souples. Son visage peint en blanc était même surmonté d'un gros nez en caoutchouc rouge. C'était sans aucun doute la dernière chose que je voulais voir en plein milieu de la nuit. Il dansait dans un silence complet, faisant des pas que seul un fou ou un enfant peut comprendre. Ses manières joueuses étaient obsédantes. Je les regardais avec fascination faire des tours dans le jardin, faisant de mon mieux pour ignorer la boule grossissant dans ma gorge. Ah, t'es toujours là, Caro. Justement, je parlais de toi tantôt. T'as raté le coup de la lumière. Je les regardais avec fascination faire le tour dans le jardin, faisant de mon mieux pour ignorer la boule grossissant dans ma gorge. Ils bougeaient tout autour, s'arrêtant de temps en temps pour jouer avec mes outils de jardinage ou pour renifler les plantes. Il a valsé jusqu'à un jeune chêne que j'avais récemment planté. Puis il a disparu. J'ai cligné des yeux, ce n'était pas possible. Il a marché jusqu'à l'arbre, tout fin, mais il n'est pas réapparu de l'autre côté. J'aurais dû le voir tout le temps que l'arbre n'était pas assez large pour le cacher, mais je n'ai rien vu. On aurait dit qu'il avait traversé une porte invisible. Je me doutais bien que tu faisais un truc du genre. Je me doutais justement que tu étais occupée avec ta pharmacie. J'avais espéré que tout ça n'était qu'une espèce de rêve éveillé. Prétendre que rien n'était arrivé était plus facile que la vérité. Le clown est revenu malgré tout, nuit après nuit. Je l'ai regardé danser autour du jardin et à la fin de chaque nuit, il disparaissait de la même manière. Mais c'est incompréhensible, Stella, la pharmacie de Caro, elle a sauté toute seule. Elle était accrochée au mur et elle a sauté du mur. Cette nuit, je l'ai trouvée en train de creuser un trou dans le milieu du jardin. Je ne l'avais jamais vu faire quelque chose comme ça avant et ma première pensée était qu'il creusait ma propre tombe. Le trou s'approfondissait encore et encore jusqu'à ce que le bord arrive au niveau de la tête du clown. Une fois sa besogne achevée, il est sorti du trou et il est resté immobile pendant un moment jusqu'à ce que, sans que je m'y attende, il secoue brutalement la tête. Mon cœur a battu tellement fort que j'ai eu le goût de cuivre dans la bouche. J'étais sur le point de fermer le rideau quand je l'ai vu se pencher pour cueillir une fleur. Le clown a mis la tige entre ses dents et a planté fermement la pelle dans le sol, s'étirant et admirant son travail comme un fermier fier de son œuvre. Mon cœur battait encore à 100 à l'heure mais j'étais incroyablement
soulagé qu'il ne m'ait pas vue. Revéro, t'as bien mangé? Comme s'il avait lu dans mon esprit, il s'est retourné et il m'a fixé droit dans les yeux. Je n'aurais jamais pensé que je souhaiterais un jour avoir une crise cardiaque pour échapper à ce regard. Il a recraché la fleur et a couru vers moi. Il s'est arrêté à quelques pas de la maison, grimaçant un énorme sourire avec des drôles de dents. Il a pointé du doigt le trou qui m'a frénétiquement, qui m'a fait frénétiquement signe de la main, surexcité comme un enfant montrant son œuvre. Tout ce que j'ai pu faire, paralysée comme je l'étais, c'est secouer ma tête aussi fort que je pouvais en disant non. Faut y crever les yeux. Ça, c'était l'histoire avant. Lui couper les mains. Le sourire du clown a disparu. Il s'est gratté la tête confus. Puis il s'est à nouveau dirigé vers le trou, l'a pointé du doigt. J'aurais dû lui dire d'aller se faire voir si j'avais pu. Il est resté là un moment avant de faire un grand geste enjoué du style haha. Puis il a valsé vers la pelle et a disparu à nouveau. J'ai continué à regarder le jardin, les yeux écarquillés, espérant qu'il réapparaîtrait comme la dernière fois. Mais jamais il n'est revenu. J'ai prié silencieusement jusqu'à ce qu'un jour j'entende la porte de mon armoire grincer en s'ouvrant. Le trou qu'il avait fait rejoignait tout simplement en dessous de ma maison et il était passé dans l'armoire. Je n'aurais jamais dû me réveiller.